Merci beaucoup Benoît. Ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Et comme le disait Dan en préambule, j'ai été obligé également, évidemment, vous vous en doutez, de me limiter à un choix, qui est donc forcément arbitraire. Et donc je ne vous parlerai pas de Swan-Ganz, je ne vais pas vous parler d'HFO, il y a un certain nombre de sujets dont je ne vous parlerai pas. Mais par contre, si j'arrive à faire marcher la zapette, voilà donc mes liens d'intérêt. Je vais d'abord vous parler de transfusion en réanimation, puisque effectivement, il y a, hop là, je vais un petit peu trop vite, il y a 20 ans, on ne transfusait pas du tout comme on transfuse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait bien que les patients aigus en réanimation, pour la plupart d'entre eux, ont une dette en oxygène, que ce soit un choc, quelle qu'en soit la cause d'ailleurs, ou une pneumonie chantante, ou bien encore un SDRA. Et de ce fait-là, c'est vrai qu'on avait tendance à avoir des seuils transfusionnels, généralement à 10 grammes, voire même à plus, en se disant le patient est là pour une situation aiguë, donc de toute façon, ça ne peut pas forcément lui faire de mal. Et puis, on le sait tous, la situation a évolué, parce que autant c'est vrai que les patients à risque sont sujets à des anémies, c'est vrai que le patient de réanimation est là pour une situation aiguë qui fait que du fait des défects physiologiques, on pourrait tenter effectivement d'avoir des niveaux d'hémoglobine, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais très confortable, mais finalement il n'y avait pas tellement d'évidence base dans tout ça. Et puis on sait aussi que la transfusion, ça s'accompagne évidemment de complications, que ce soit l'immunodépression, que ce soit le tralil, des complications microvasculaires ou des complications infectieuses. Et donc il y a eu ce travail fameux d'Hébert en 1999, où en fait on randomisait les patients avec des objectifs qui étaient d'avoir entre 7 et 9 grammes par décilitre d'hémoglobine, donc on transfusait en dessous de 7, ou bien 10, 12, ce qu'on faisait encore une fois assez régulièrement, et on transfusait en dessous de 10 grammes, et vous voyez les résultats sont assez éclairants. Si on prend tous les patients, on a une tendance, et on parle ici de mortalité, on a une tendance très en faveur, mais ça reste une tendance, ça n'est pas significatif, en faveur de la stratégie restrictive, c'est-à-dire qu'on transfuse moins, et on tolère des anémies jusqu'à 7-8 grammes, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, et de manière peut-être un peu plus curieuse, si on regarde l'analyse en sous-groupe, les patients qui ont bénéficié beaucoup plus clairement, en termes de statistiques tout au moins, c'était les patients entre guillemets les moins sévères et les patients les plus jeunes. Et donc ce qui nous amène évidemment à la discussion concernant les patients âgés et les patients fragiles. Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, parce que c'est la deuxième grande modification pour moi, c'est le fameux syndrome de fragilité. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, et ça permet de combler peut-être à mon sens un petit peu le gap précédent que je vous ai signifié, c'est-à-dire que c'est bien de maintenir un patient à 7-8 grammes d'hémoglobine quand il a 30-35 ans et qu'il n'a pas d'antécédents. À partir de 70 ans, ça devient un petit peu compliqué. Plus compliqué, on est moins confortable, et l'étude d'Hébert n'adressait pas cette problématique-là. Et puis on le sait tous, dans la plupart de nos régions, les patients de réanimation sont plus âgés, sont plus comorbides. Et donc c'est une vraie question que les gériatres se posent depuis maintenant très très longtemps. Et donc le concept de frailty, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept de fragilité physiologique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est complémentaire, mais ça n'est pas stricto sensu ni les comorbidités ni le handicap. Et donc il y a un moyen simple d'évaluer cette fragilité physiologique, alors qui s'adresse essentiellement au sujet âgé, pas simplement réa, mais qui maintenant est vraiment, dont on s'occupe réellement en réanimation, ce qu'on ne faisait absolument pas il y a 20 ans. Donc il y a plusieurs scores, il y en a deux qui sont très simples. Donc il y a notamment le score clinique de frailty qui va de 0 à 10, un peu comme le VA. Et le cut, il est en gros, si vous voulez, à peu près au-dessus de 5-6, c'est-à-dire, la question elle est très simple à poser aux familles, donc pour les patients de réanimation, c'est globalement, est-ce qu'avant l'hospitalisation, le patient était capable de s'occuper globalement de sa maison, moyennant une aide modérée ? Eh bien, vous voyez, alors le premier travail que je vous propose, c'est le panel du haut. C'était des patients de plus de 65 ans, et donc c'est un papier rennais. Donc c'est vraiment le papier, à mon sens, qui a éclairé les choses. C'est un papier de l'équipe de Yannick Malédan et Philippe Seguin. Et vous voyez que vous avez la mortalité en réanimation à l'hôpital, ou 6 mois après la sortie de l'hôpital, et vous voyez en bleu un score de frailty inférieur à 5, donc des patients qui avaient une réserve physiologique plutôt adéquate versus pas. Et vous voyez que les résultats sont assez éclairants, puisque si vous regardez notamment les courbes violettes, c'est-à-dire les patients qui avaient la réserve physiologique la plus faible, entre l'arrêt à l'hôpital et à 6 mois, on a une augmentation
de la mortalité qui est quasiment, vous voyez, on pourrait quasiment tracer une droite, alors que pour les patients avec une réserve physiologique adaptée, eh bien, vous voyez qu'une fois que les patients sont sortis de réanimation, et jusqu'à 6 mois, la mortalité ne bouge quasiment plus. Donc on comprend bien qu'intuitivement, ça peut être une aide, ces scores de fragilité chez les sujets âgés, justement pour faire de la pronostication chez nos patients, puisqu'encore une fois, il y a 20 ans, dans mon souvenir, des patients de plus de 75 ans en réanimation, on en voyait très très peu. Maintenant, objectivement, on en voit quand même plus. Je ne vous donnerai pas de pourcentage, je n'ai pas les chiffres à ma disposition, et j'ai failli faire tomber la table, même si vous ne le voyez pas, excusez-moi, mais on en a de plus en plus. Alors, le travail qui a achevé un petit peu de nous convaincre de l'intérêt de ce syndrome de fragilité en réanimation, c'est le panel du bas. Donc là, vous voyez, c'était des patients de plus de 80 ans, plus de 5000 patients quand même, études prospectives, plus de 5000 patients inclus. Et si vous regardez la courbe en bleu en haut, vous voyez que de la même manière, vous avez le Fragility Scale, le score de fragilité en abscisse et le pourcentage de décès en ordonnée. Vous voyez qu'à partir de 5-6, au-dessus de 5 à 6, vous voyez que ça décroche franchement et que là, effectivement, la mortalité augmente considérablement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un apport important en réanimation d'évaluer la fragilité des patients et notamment, évidemment, des patients âgés de plus de 65 ans. Et je vais y aller dans le bon sens. Voilà. Alors, ce que je ne faisais absolument pas il y a 20 ans et que je fais aujourd'hui, c'est également arrêter la sédation et la ventilation tous les jours. Je l'arrête tous les jours. C'est ça. La phrase n'est pas très claire en la lisant. Les patients ventilés, c'est 30 à 40% de nos patients dans nos réanimations. Et puis, on n'avait pas de protocole systématique, il y a 20 ans, d'arrêt de stop sédation journalier et d'épreuves de sevrage ventilatoire, de mise en VS systématique. À mon sens, c'est lié au fait que la sédation et l'extubation, c'était un peu, pardonnez-moi l'expression, des stratégies hors sol, c'est-à-dire que la sédation, c'est géré exclusivement, ou quasi exclusivement, c'était géré tout au moins par les infirmières de réanimation via des protocoles, mais pour lesquels il n'y avait pas tellement d'échanges et on considérait que c'était un fait, on laissait perdurer les choses. Et l'extubation, c'était essentiellement le milieu des kinésithérapeutes. D'ailleurs, dans certaines réanimations nord-américaines, c'est encore le cas. Et en fait, toute la stratégie a été de se dire... soyons peut-être un peu plus disruptifs et soyons moins passifs vis-à-vis de ces thérapeutiques qu'on ne peut l'être pour d'autres thérapeutiques pour lesquelles on est beaucoup plus ambitieux et agressif vis-à-vis de nos stratégies. Et donc, ce travail a vraiment fait date, donc qui date de 2008, il y en a eu d'autres, qui suggéraient le fait que trop de sédation, on sait, ça peut augmenter la morbidité. La ventilation qui dure trop longtemps, c'est plus de pneumonie, c'est plus de morbidité également, et donc ça peut s'accompagner d'un moins bon devenir. Et donc les auteurs nous ont proposé 2 groupes de randomisation dans cette étude. Le premier, c'était le soin habituel avec, quand la sédation était arrêtée et que le patient n'était pas à risque, c'est-à-dire avec une FiO2 basse, avec une PEP inférieure à 8, pas de tachycardie, etc., etc., on le mettait soit sur un tube hanté, soit sur une VSD à 8. Et puis la stratégie avec stop sédation systématique, plus cette épreuve de ventilation spontanée. Vous voyez que les résultats sont assez éclairants, puisqu'effectivement, cette stratégie qui consiste à arrêter tous les jours, une fois évidemment que la phase aiguë de réanimation, cela va sans dire, est passée, d'arrêter tous les jours la sédation et de pouvoir faire cette épreuve de ventilation spontanée, bien, vous voyez qu'en termes de pronostic, c'est tout à fait satisfaisant. Alors il y a toujours, vous le savez, des situations pour lesquelles, d'ailleurs ça a été publié, cette stratégie est quand même délicate. C'est par exemple le traumatisé crânien en hypertension intracrânienne. Il est bien évident qu'on ne va pas s'amuser, mais c'est pour ça que vous avez des échelles avant de vous autoriser à faire un stop sédation, évidemment. Donc dans cet exemple-là, bien entendu, on ne le fait pas. Et d'ailleurs, il y a un papier dans Critical Care qui a été publié. On s'en doutait un tout petit peu, mais effectivement, vis-à-vis de la pression intracrânienne, c'est pas la meilleure stratégie actuellement. Il va falloir affiner un peu les choses. Mais en dehors de ça, pour le patient, entre guillemets, tout venant de réanimation et qui sort de ses défaillances, cette stratégie qu'on ne faisait pas il y a 20 ans améliore le pronostic de nos patients. Je ne fais plus de dopamine, ni à dose rénale, ni du tout. Voilà, vous savez, il y a 20 ans, le vieux débat sur la dopamine à dose rénale, parce que c'est vrai que la dopamine, dans les modèles expérimentaux, chez le volontaire sain, ça augmente le débit de filtration glomérulaire, ça diminue la charge énergétique pour la cellule rénale, et notamment l'ATP, etc., etc. Bon, toutes les études, je vais aller assez vite, parce que ça, c'est un truisme, maintenant on ne le fait plus.
J'aurais juste un commentaire à faire là-dessus. Mais bref, dans cette étude, on prenait des patients à risque. Alors c'était SIRS+, en fait, c'était des patients en sepsis, tel qu'on l'entend actuellement, mais non choqués, qui étaient oliguriques ou qui avaient une augmentation de leur créatinine. Et donc on a fait cette fameuse low-dose dopamine. Donc je vous rappelle, c'était 1 à 3 gamma kilo minute. L'objectif principal, c'était de voir le pic de créatinine dans le groupe dopamine et dans le groupe placebo. Et puis l'augmentation de celle-ci, vous voyez que c'est strictement plus significatif, donc on n'en fait plus. J'attire quand même votre attention sur le fait que la noradrénaline, dans les pays développés, ce n'est pas forcément un médicament qui est peu onéreux, et que donc en dehors de la dopamine à dose dopaminergique, si la norépinéphrine n'est pas disponible dans des situations de choc, alors à des doses qui sont plus importantes que 2, c'est 5 à 10, voire 10 à 15 pour être en équivalent, gamma kilominute, pour être en équivalent de noradrénaline, bien entendu, ça peut continuer à être utilisé. D'ailleurs, la plupart des méta-analyses et des données à notre disposition concernant notamment le choc septique trouvent plutôt que c'est NS, donc à des doses bien plus élevées que la dopamine à dose dopaminergique. Mais je ne fais plus à dose rénale, excusez-moi. Je ne fais plus de contrôle glycémique strict non plus, donc je vais aller relativement vite. C'est la première étude de Grid Vandenberg, c'était une étude monocentrique. On connaît aussi la morbidité liée aux hyperglycémies chroniques. Et donc la stratégie, c'était de dire, je fais le fameux tight control très strict de la glycémie avec 2 groupes de randomisation, plus de 1500 patients. Et puis, ce qui était retrouvé dans cette étude, c'est que la survie était meilleure quand on contrôlait très très strictement, donc au prix évidemment, vous vous en doutez, d'hypoglycémie quand même. La glycémie, on visait 1.1 versus 2.1, et cette étude a été en fait très challengée par l'étude Night Sugar, plus de 6000 patients, où là vous voyez, c'était les 2 groupes de randomisation n'étaient pas exactement les mêmes. Et là, notamment concernant le groupe contrôle, on visait moins de 1.8, ce qu'on fait quand même à peu près tous en réanimation, versus un contrôle strict, et on s'est rendu compte que le contrôle strict de la glycémie, là c'était une surmortalité. Un éclairage, dans l'étude de Grid Vandenberg, beaucoup de patients de chirurgie cardiaque, première chose. Et puis deuxièmement, au-delà du fait du danger de viser un contrôle aussi strict, il faut savoir quels sont les moyens de monitorage à notre disposition. Et dans cette étude monocentrique, il y avait une infirmière par patient. Ce qui fait qu'évidemment, ça change un tout petit peu les choses quand dans d'autres réanimations, vous avez une infirmière pour 3 patients, par exemple, pour contrôler la glycémie. Bref, ce débat, à mon sens, n'a plus lieu d'être, et donc on reste sur des cibles modérées, mais pas sur un contrôle strict de la glycémie. Je ventile moins les SDRA, je vais aller relativement vite d'abord parce que je suis en retard, et de la même manière, ces données sont connues. Donc ça, c'était, je vous rappelle, l'étude du New England de 2000 de la RDS Network. À l'époque, 15 millilitres kilo, non, on faisait quand même plus 15 millilitres kilo. D'ailleurs, ça leur a été reproché. Vous voyez les 2 groupes de randomisation, 12 versus 6. C'est sûr qu'on a plus de chances d'aboutir au but recherché, d'écarter les courbes, c'est sûr. Mais bref, on était quand même moins vigilant, honnêtement, et 10-12, c'était assez fréquent. En cas de SDRA, avec évidemment avec une pression positive expiratoire. Cette étude a l'intérêt de clore définitivement le débat, puisque si on compare 12 versus 6, on voit qu'évidemment on a moins de mortalité dans le groupe 6 versus 12. Je me dépêche. Je fais des corticoïdes, bien sûr, ça ne surprendra personne. Dans le cas du choc septique, les 2 études de 2018, petit rappel, on peut être surpris par le fait que dans l'étude de Van Katej des Australiens, vous voyez qu'il n'y a strictement aucune différence. Choc septique, hydrocortisone versus placebo, alors que dans l'étude d'Annan qui est en dessous, hydrocortisone plus fludrocortisone, vous voyez que là, il y a une différence très nette en faveur de l'hydrocortisone. Les 2 auteurs sont d'accord, il y a eu un édito sur le sujet, je suis évidemment d'accord également avec eux sur le fait que la différence majeure, c'est que dans l'étude d'Annan, les patients sont plus sévères. Et que dans le cadre de patients très sévères, si on regarde le bénéfice-risque des low doses d'hydrocortisone dans le choc septique, clairement, à mon sens, il n'y a plus de débat. Et c'est ce que montrent en fait ces 2 études, puisque quand on regarde le sous-groupe de l'étude australienne chez les patients les plus sévères, ça sort également. Tout ça pour dire que quand on fait ces stratégies-là, on monitore la glycémie. C'est un peu congruent avec ce que je viens de vous dire précisément, parce que toutes les études retrouvent également que dans les situations de stress aigu, l'utilisation de ces molécules glucocorticoïdes, oui, bien sûr, ça bouge l'équilibre glycémique. Simplement, en réanimation, on est capable de le contrôler de manière assez simple.
Et puis ça c'est la chose effectivement qu'on m'a forcé à ne plus faire, donc je n'en fais plus, parce que évidemment je suis les recommandations. La seule chose que je voulais dire concernant le débat sur les HEA, je vous ai présenté les 2 études de réanimation qui ont fait que les agences ont décidé d'interdire ces molécules de manière globale, c'est-à-dire bien au-delà des patients de réanimation. Première étude, panel du haut, l'étude 6S, c'est du patient sceptique et vous voyez qu'effectivement les auteurs retrouvent une surmortalité à l'utilisation des HEA, donc des hydroxyéthylamidons. Petit souci à l'induction, ils ont déjà reçu 3000 millilitres, ils ont une PVC à 10, une SVO2 à 73%, des lactates à 2, bref, ce ne sont pas des patients choqués et ils ont reçu des doses considérables de la molécule. Deuxième étude, Chest Study, ça va aller assez vite, les patients au mieux sont des patients d'USC en termes de sévérité. Et il n'y a strictement aucune différence entre les 2 groupes. Troisième étude, celle d'Annan, où là, ce sont des patients choqués, hypotendus. Et là, ce sont des colloïdes. On est sur le principe plus que sur la molécule. Et là, effectivement, il y a une tendance, mais au moins il n'y a pas de surmortalité à l'utilisation de ces molécules. Finalement, on ne les utilise plus, et ça, je le comprends, essentiellement du fait qu'en termes de supériorité, on n'a jamais démontré quelque chose de déterminant. Mais par contre, on n'a rien de plus déterminant pour nous montrer que c'est délétère. Et je vous disais que je le regrette parce que, par exemple, dans des cas de choc comme le choc hémorragique, avec des utilisations à très faible dose, le sujet n'est pas rénal. Peut-être qu'en obstétrique, ça rend desservi, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'on était bien loin des 2 situations de réanimation que j'évoque maintenant avec vous, mais toujours est-il qu'effectivement, ces molécules sont bannies, probablement définitivement, je pense, de la pharmacopée, disponible en anesthésie et réanimation. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la réanimation. Merci beaucoup Karim. Je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps pour conclure, mais guère plus. Néanmoins, je vous proposerais bien de répondre à la question suivante. Pouvez-vous partager avec nous, chacun, ce que vous pensez ne plus faire dans 10 ans? Alors on peut dire 10 ans, 15 ans. On pourrait le dire autrement. Ou est-ce que vous pourriez penser quelque chose que vous pensez continuer à faire encore dans 10 ans, des choses solides? En regardant la préparation, je pensais par exemple le score d'Apfel à 20 ans aujourd'hui. Et presque tout était dit il y a 20 ans pour ça et ça va continuer. Je ne sais pas si vous avez l'un ou l'autre. Alors je me lance pour l'obstétrique. Peut-être pas ce que je ferai dans 10 ans, mais ce que je ne ferai peut-être plus dans 10 ans, mais l'extension de la péridurale pour la césarienne, pardon. C'était il y a 20 ans déjà la Xylo, 2% adrénaliné. C'est encore la Xylo 2% adrénaliné. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait trouvé d'autres alternatives. Et il y a le bicarbonate peut-être à rajouter dans cette Xylo, mais je pense que ça va encore perdurer. Ben, moi, ce que je ne ferai plus, c'est l'anesthésie, parce que je serai à la retraite. Donc ça, c'est assez facile. Mais si c'était encore le cas dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est difficile de dire, hein, très honnêtement, de répondre à cette question, parce que les choses ont tellement changé. Regardez le nombre de sujets qu'on a évoqués tout au long de cette heure ensemble. Qui aurait pu imaginer toutes ces évolutions il y a 20 ans? C'est quasiment impossible. Et donc, c'est pas pour détourner la question, mais je pense que c'est strictement impossible d'envisager ce qui va se passer dans les prochaines années, parce que les choses bougent tellement vite que c'est difficile d'anticiper. Même nous qui, je dirais, lisons la littérature, suivons les évolutions, mais on est parfois, et même souvent, dépassé par l'innovation qui survient et qui fait qu'on n'avait pas pensé du tout qu'une telle chose pourrait arriver au cours de notre carrière. Donc, très difficile de répondre. Oui, je ne vais pas inventer une réponse miracle non plus. Ce que je ne ferai plus, je ne sais pas, parce que sinon je ne le ferai déjà plus, je crois. Non, mais par contre, ce que je continuerai à faire, c'est d'essayer de pousser en pédiatrie pour que ça reste dynamique comme domaine et qu'on aille toujours plus, qu'on continue les progrès, en fait, pas que ça s'arrête et pas qu'on stagne et que ça soit toujours de mieux en mieux, en fait. Hein. C'est ça qu'on essaye tous de faire, je crois.
Moi, comme dame, je ne ferai plus de réanimation, ça c'est sûr. Non, par contre, je pense que ce que je ferai moins, mais c'est global, hein, et ça m'est venu, Dan, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai quand on voit l'évolution des technologies, l'évolution de la pharmacopée, les stratégies de confort, je pense qu'on en fera moins. Et je trouve que le débat justement sur la transfusion, c'est pour ça que je voulais en parler. Il y a 20 ans, vraiment, sur la transfusion, c'était une notion de réserve physiologique à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu le choc, encore une fois, c'est de la dette en oxygène. La maladie du poumon, c'est de la dette en oxygène. Je vais transfuser parce qu'au moins j'aurai un petit peu de réserve sur un événement adverse qui pourrait survenir. Maintenant, on a un tel libre accès à l'information, à des technologies de plus en plus pointues et à une pharmacopée de plus en plus également pertinente, que je pense que ces stratégies, entre guillemets, pas tellement évidence-base, mais de confort pour le docteur, parce que c'est pas si simple dans certaines situations, de plus en plus on va les diminuer. Juste quand même, parce qu'en y réfléchissant, j'ai un élément parce que j'ai un peu détourné la question finalement tout à l'heure, ce en quoi je maintiens, car je pense que c'est impossible de savoir ce qui se passera, notamment sur les médicaments, la pharmacologie, les technologies, parce que ça bouge trop vite. Par contre, il y a un point qui me paraît vraiment très important, c'est qu'on commence à peine à entrer dans le monde de l'humain. Et très honnêtement, on voit que, par exemple, dans les études de médecine, les docteurs, les étudiants en médecine commencent enfin à prendre conscience que le patient est un patient, est un sujet entier et pas seulement un organe défaillant, par exemple. Et on voit que petit à petit, ça commence à pénétrer la formation médicale. Et si on peut espérer quelque chose, au-delà de pharmacologie et technologie, c'est que enfin le monde de la santé, d'une façon générale, et de la médecine en particulier, soit plus attentif aux patients. Je ne pense pas que je pourrais trouver mieux pour faire la conclusion, donc on va en rester là. J'ajouterais simplement que moi, ce que j'observe aussi en vous entendant, c'est que finalement, les concepts globalement sont restés les mêmes au cours des 20 ans et probablement pour les années prochaines. Donc les outils changent, les moyens changent, les médicaments changent, la technique change, il y aura l'irruption de l'intelligence artificielle, mais les grands concepts, que ce soit en anesthésie et en réanimation, finalement ont moins changé que ça. C'est très discutable ce que je dis, mais c'était une façon de voir aussi une continuité dans l'évolution des choses. Merci à nouveau à tous les quatre pour cet exercice qui n'était pas forcément simple. Et puis donc, bon week-end maintenant à toutes et tous. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.